Bonjour à tous et bienvenue dans Campus. C'est la rentrée pour les étudiants. Et bien nous aussi, nous faisons notre rentrée pour cette nouvelle saison. Et à cette occasion, je suis ravie de retrouver à mes côtés sur les bancs de Campus nos consultants. Nous sommes en compagnie, comme toujours, de Jean Dury, historien du sport. Bonjour, écrivain. Bonjour. Tout va bien ? Tout va très bien. Face à vous, c'est Pierre Fula qui est avec nous. Les vacances sont bien passées, Pierre ? Vacances, mais aussi un regard sur le sport international qui a été très riche. Eh bien, ça tombe bien. Prêt à rempiler pour une année ? Oui, absolument. Une année riche, donc bienvenue aussi à la petite nouvelle. Julie Ourmand nous accompagne également. Salut. Bonjour. Julie. Et puis on a le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau pour le premier numéro de cette saison Christian Séchal, journaliste et spécialiste du mouvement olympique. C'est le moins qu'on puisse dire pour vous, en tout cas vous savez tout sur le CIO, ou presque. On va dire ou presque, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Bah c'est ça, voilà, on va voir. En tout cas, vous êtes pour nous un collab et ça tombe bien parce que dans ce numéro, on va parler de l'élection du président du CIO qui s'est déroulée il y a quelques semaines. L'occasion aussi de comparer les systèmes d'élection entre, par exemple, le CIO et la FISU. On a fait un petit comparatif et puis d'autres fédérations. Il y a pas mal de choses à dire, mais d'abord, le sommaire de ce numéro. C'est parti. Nous débattrons d'abord de deux sujets d'actualité, le maintien de la lutte au programme des Jeux Olympiques et l'élection de l'Allemand Thomas Bach à la présidence du CIO. Nous parlerons des performances françaises lors des dernières universiades d'été, avec en particulier les belles médailles ramenées de Russie par les équipes de rugby à 7, football et escrime. Enfin, nous reviendrons sur les temps forts de ces Jeux universitaires de Kazan, marqués par les excellents résultats enregistrés par les athlètes russes. Oui, les athlètes russes et les autres. On ouvrira bien sûr une large page à ces universiades de Kazan. C'était cet été en Russie, on vous en a longuement parlé. On a pu d'ailleurs suivre de nombreuses disciplines sur Eurosport. Et bien, en deuxième partie, en fin d'émission, on reviendra avec nos invités sur cet événement majeur qui a réuni des dizaines de milliers de personnes. Comment les engagés ont vécu ces universiades, quelle expérience ils en ont retiré, qui a déçu, qui a brillé. Deux médaillés seront sur ce plateau pour répondre à nos questions, deux médaillés français. Et puis plus généralement, nous ferons un bilan de cette compétition avec Vincent Grognon, le directeur de la Fédération française du sport universitaire, qui nous rejoindra. Ça a été un succès, sans doute plus pour la Russie, on verra ça avec vous, Julie, plus pour la Russie que pour les autres. C'est en tout cas une des questions à laquelle nous tenterons de répondre. On verra ça tout à l'heure, parce que tout de suite, c'est l'heure des news, les dernières infos du sport universitaire. C'est avec François Delmotte. Début septembre, les villes candidates pour l'organisation des universiades d'été et d'hiver 2019 présentaient leur dossier de candidature à la FISU à l'occasion d'une réunion qui se tenait à Bruxelles. Le secrétaire général Éric Saintron a accueilli les délégations de Krasnoïarsk, Bakou, Budapest et Brasilia et présenté le processus de candidature. Sur la base des informations que nous avons reçues et qui seront analysées par nos spécialistes techniques et notre directeur des universiades, et après une première analyse, nous enverrons un certain nombre de questions. Et nous visiterons les différentes villes avec le président et nous essaierons d'obtenir des réponses à nos questions. La délégation du Valais, candidate à l'origine pour l'organisation des universiades d'hiver, a décalé sa candidature à 2021. Krasnoïarsk est donc maintenant la seule ville candidate. Bien sûr, c'est une compétition. Et les conditions ne sont pas les mêmes pour l'hiver et pour l'été. Pour l'hiver, il ne reste qu'une candidate. Elle aura non seulement besoin d'être la meilleure, mais d'être aussi meilleure qu'elle-même. Pour les universiades d'été, il y a 3 candidatures de très bon niveau, mais qui ont chacune leur spécificité. Par exemple, il est difficile de comparer le Brésil, qui a déjà un gros programme d'événements et de défis à relever, et Bakou, qui essaie de développer le sport universitaire dans le pays, et Budapest, enfin, qui a depuis longtemps sa place dans l'histoire du sport universitaire. L'inspection des sites des différentes villes aura lieu entre le 16 septembre et le 20 octobre. L'attribution des universiades d'hiver et d'été 2019 sera annoncée le 9 novembre prochain.
Voilà, et on en reparlera dans notre numéro de novembre, justement. On rappelle qu'en 2015, ce sera en Corée, à Gwangju et à Grenade pour les universiades d'hiver. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur la grosse information de ces dernières semaines. Il y en a deux, on va commencer par la première. Dans le monde de l'olympisme, cette fois, c'est le maintien de la lutte au programme des Jeux, après l'avoir retiré des JO. En février, le CIO l'a finalement réintégré. Pierre, ça a été un gros soulagement. On se souvient des larmes des amateurs et des professionnels. Et puis la campagne qui a été menée pour essayer d'influer sur ce comité exécutif du CIO qui n'a pas été très élégant envers ce sport historique. Alors juste un mot pour vous dire que quand même la pression politique a joué parce que tous les pays de l'Est ont influé sur ce vote, quel qu'il soit. Je crois qu'il y a eu il y avait 3 candidatures et c'est la lutte bien sûr qui l'a emporté haut la main. Softball, baseball et squash. Mais ils ont réuni 22 voix, 24 voix pour le baseball et 22 pour le squash. Et la lutte 49. 49. Donc ça veut dire qu'il y a eu un coup de boost des pays du Moyen-Orient qui sont très friands de lutte, des anciens pays soviétiques, bien évidemment, et puis même les États-Unis, car la lutte demeure un des grands sports universitaires aux États-Unis. Gros soutien de poids. Il y a Barack Obama, Vladimir Poutine. Après, il y a eu l'ex-leader de l'Iran, Ahmadinejad aussi. Ça peut influer ? Attention, c'est que la lutte a sauvé la mise cette fois-ci, car elle était éjectée, elle revient, mais elle ne fait plus partie de ceux qui ont été intouchables. Donc, qu'est-ce qui se passera dans les Olympiades suivantes ? On ne le sait pas encore. Et puis, cette fois-ci, tout de même, le roller, le softball, le squash, étaient-ils des concurrents suffisants ? En tout cas, la lutte a retrouvé toute son authenticité. Christian ? Moi, il y a 2 choses quand même qu'il faut relever qui sont intéressantes. La lutte a quand même permis de voir quelque chose d'inimaginable, ne serait-ce que dans le monde politique, c'est-à-dire que les Américains et les Iraniens se sont entendus pour sauver la lutte. C'est quelque chose d'assez étonnant. Ça a même peut-être dégelé les relations ces derniers temps. Ça ferait peut-être penser, on le verra dans l'avenir, à une célèbre partie de ping-pong il y a quelques années entre la Chine et les États-Unis. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que le sport peut engendrer et qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Ça, c'est important de le dire. Et puis la lutte, bien sûr, sport qui a ses racines dans les Jeux antiques. Elle avait beaucoup d'atouts. Il y avait on savait, on n'était pas vraiment surpris. Non, mais attendez, c'est un sport universel. 180 pays qui le pratiquent. Par rapport 55 au millions de personnes dans le roller monde. ou d'autres disciplines, le squash, franchement, il n'y avait pas photo. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, il va falloir quand même faire le ménage dans ces disciplines qui sont certes historiques, déjà anciennes, trop anciennes pour certains. Et là, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Ouais, parce qu'il y avait un changement profond, Julie. C'était un peu donnant-donnant, en fait. La lutte, effectivement, reste au programme des JO, mais elle doit coller davantage à des critères exigés par le CIO. Le but, c'est bien sûr de la rendre plus télégénique, plus dynamique et plus lisible aussi. Et ça, il semblerait que les dirigeants de la FILA l'ont bien compris. Ils ont commencé par remanier les catégories de poids. La FILA, la Fédération internationale de lutte. Voilà, ils ont remanié donc les catégories de poids pour plus de parité, pour faire plus de place aux femmes. Les féminines passent donc de 4 à 6 catégories. Et les règles de la discipline ont elles aussi été revues. Les combats se dérouleront désormais en 2 fois 3 minutes et non plus en 3 fois 2 minutes. Le lutteur ayant accumulé le plus grand nombre de points sur ces 2 manches, eh bien c'est lui qui sortira vainqueur, ce qui encourage, vous l'avez bien compris, en permanence la prise de risque, alors qu'auparavant, il fallait simplement remporter au moins 2 des 3 manches. Toujours pour encourager l'attaque, mettre à terre son adversaire rapportera désormais 2 points et non plus un seul. Enfin, au bout de 30 secondes, tout comportement passif d'un lutteur sera sanctionné puisque ce sera 1 point accordé à son adversaire. Bien sûr, ça fait beaucoup de changements, tout ça. Mais Pierre, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça va suffire ? Est-ce que la lutte ne va pas à nouveau être sur la sellette ? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le CIO cherche une ouverture pour d'autres disciplines. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur tous ces sports de combat, je m'aperçois d'une chose. C'est qu'il y a trop de catégories. En boxe, il y a 11 catégories, avec 4 kilos seulement d'écart entre une catégorie et l'autre. Alors on me dira, on ne peut pas opposer un garçon de 60 à un garçon de 64 kilos. C'est une erreur fondamentale. Parce que les médecins sont d'accord aujourd'hui pour dire que les générations du 21e siècle ont grandi. Avoir une catégorie de 48 kilos en boxe, c'est ridicule. En haltérophilie, 56 kilos, c'est ridicule aujourd'hui. Donc il va falloir resserrer ces catégories, en faire moins. Ça va donner la possibilité d'avoir d'autres médailles pour d'autres sports.
Oui, en tout cas, on voit une fois de plus le pouvoir écrasant de la télévision, puisque tous les sports sont priés d'être formatés par rapport aux médias télévisuels. Et ça, c'est extrêmement important, mais ça change fondamentalement la donne. On ne peut plus se complaire à des compétitions interminables, il faut un rythme, Et le pentathlon moderne, qui lui a sauvé sa peau d'extrême justesse, une fois de plus, l'a bien montré, puisque autrefois les compétitions du pentathlon s'étalaient sur 5 journées, et que maintenant elles tiennent en une journée seulement. Est-ce que ce qui arrive à la lutte, justement, Christian, c'est pas une forme d'avertissement pour d'autres disciplines? Il va falloir faire un peu le ménage. Vous parliez de la boxe, mais il y en a d'autres. La boxe, on ne va pas judo, étendre, même le judo, étendre tout le temps, ajouter de nouveaux sports, ou alors il faut faire des jeux sur 4 semaines. Pierre l'a bien dit. De toute façon, l'escrime est passé par là, mais c'était moins médiatique à l'époque. L'ancien président Samaranch les avait mis au pied du mur, leur disant « Écoutez, vous avez encore un fil qui est accroché derrière vous alors que nous sommes au XXIe siècle. Changez les méthodes, changez les formules. » Il y a toujours le fil. Hein. Il y a toujours le fil. D'ailleurs, preuve qu'il n'est pas toujours aussi facile d'évoluer, parce que des fois, c'est des carcans terribles. D'abord, il y a l'évolution, je dirais, technologique, elle est possible, mais il n'y a pas assez d'investissement financier. S'il y avait 50 millions d'escrimeurs à travers le monde, il y aurait un marché et on développerait toutes ces techniques. Ce qu'on va dire, c'est que, sauf l'athlétisme et la natation, plus aucun sport n'est maintenant intouchable. Oui, sauf que, par exemple, vous parlez de la natation, cher Jean Dury, la natation doit faire le ménage dans son programme. Parce que, aujourd'hui, nous avons des courses qui ne veulent plus rien dire. Le 200 mètres 4 nages ne veut plus rien dire du tout, par exemple. Mais oui, il faut être sérieux. Chacun se spécialise dans certaines disciplines et on fait des relais. Vous vous rendez compte qu'un nageur peut avoir 8 médailles d'or. Je veux dire, c'est impossible aujourd'hui dans d'autres sports. Nous sommes tous tout à fait sérieux et il est évident que chaque sport essaye de se gonfler au maximum et ne veut faire aucune concession. Il faudra bien arriver à des concessions intelligentes. En tout cas, ce sera peut-être pas l'escrime qui fera des concessions. Pourquoi ? Parce que lors de cette 125e session du CIO où la lutte a été réintégrée, c'est là qu'a été élu également l'Allemand Thomas Bach à la tête du comité international olympique. Ça, c'est l'autre info de ces dernières semaines. À 59 ans, il succède, sans surprise là non plus, au Belge Jacques Rogge en poste depuis 2001. C'est un ancien champion d'escrime par équipe en 1976. Il a été élu à la majorité absolue. Il était le grand favori, Christian, de cette élection. Il y a très longtemps que Thomas Bach prépare, je dirais, la succession de Jacques Rogge. D'abord, effectivement, il a rapidement tourné sa carrière sur le sport et l'administration du sport. Il a rejoint d'ailleurs le CIO la même année que Jacques Rogge. Il est plus jeune que lui. Et à partir de là, il a fait tous les postes qu'il fallait. Avec un poste important, il est quand même avocat d'affaires. Le voici, Thomas Bach. Ouais. C'est-à-dire qu'il connaît bien tous les rouages. Dès qu'il est rentré au CIO en 91, 2 ans après, il était à la tête de la commission d'évaluation, l'une des premières pour les Jeux de 2002 d'ailleurs. Et il a comme ça grandi au sein du CIO. Il était quand même parrainé par, je dirais, Juan Antonio Samaranch. On considère que c'est un... Mais ils sont très très nombreux, hein, les membres du CIO qui sont arrivés au CIO sous l'ère Samaranch. Et derrière, bien, il a enchaîné comme ça les postes. C'est pas la première fois qu'il arrive à la commission exécutive. Donc, numéro 2 du CIO, il sait aussi ce que c'est. Il lui manquait la dernière place qu'il a largement eue parce qu'il travaille depuis longtemps. Et je dirais qu'il y a un moment très important dans sa candidature que peu de gens ont vraiment souligné. Elle a eu lieu il y a 2 ans. Il était à la tête de Munich pour les Jeux de 2018 et Munich a perdu. Quand on connaît un petit peu les arcanes du CIO, c'était pas forcément un mal pour lui que d'arriver après comme candidat pour les Jeux Olympiques, pour la présidence des Jeux Olympiques. Non. De la même façon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un péché dans les désignations du CIO. C'est que le CIO, à la même session, choisit la future ville des Jeux Olympiques d'été et le président. Et cela permet bien des analyses de situations différentes. À partir du moment où le Japon était choisi comme ville olympique, eh bien, on pouvait imaginer que les chances d'une candidature de l'Asie à la présidence du Comité international olympique n'existaient plus. Et c'était de la même façon qu'à Moscou en 2001, on avait choisi Pékin, ce qui avait facilité l'élection de Jacques Rogge. Ouais. Ça, c'est vraiment un problème, mais le résultat est en tout cas qu'on a maintenant à la présidence du CIO Thomas Bach. Thomas Bach qui va certainement être un chef d'entreprise tout à fait remarquable pour le CIO, mais est-ce qu'il a des idées sur le sport et sur l'olympisme? Ça, nous le verrons dans les années qui viennent. En tout cas, Pierre, il a un carnet d'adresses. Oui, alors, avocat d'affaires, brillant. Il a été l'avocat de Adidas du temps de Dassler. Et lorsque Dassler est décédé, il est parti chez Siemens.
Donc aujourd'hui, le partenaire privilégié du CIO, c'est Siemens. Donc vous voyez, on arrive quand même à retrouver quelques racines quelque part. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'effectivement, il a été élevé au biberon de Antonio Samaranch. Donc ça signifie que c'est un homme qui connaît toutes les ficelles pour faire progresser le CIO, on ne va pas s'en plaindre. Mais ce que je voudrais arriver, une petite anecdote pour la route, c'est que Thomas Bach, que j'ai connu en tant que fleurettiste aux Jeux Olympiques de Montréal, l'Allemagne a été médaille d'or, je l'ai vu tirer, et je vivais ça au milieu des escrimeurs, et tout le monde me disait, les Allemands sont des tricheurs. Et oui, Thomas Bach faisait partie de ces tricheurs qui avaient trouvé le moyen de mouiller leurs gants et qui déclenchaient les touches au contact du fleuret électrique. Donc, juste, c'est l'anecdote pour vous dire, bon, on a un membre du CIO sûrement brillant, mais il a eu une petite tâche dans sa carrière sportive, tout en étant champion olympique. D'autres petites tâches que lui reprochaient d'ailleurs les autres candidats qu'on a vus derrière vous. Il y avait le Suisse Oswald qui a un petit peu dit qu'il ne faisait pas partie du même monde. Alors, il s'est rétracté après. On parlait de ce carnet d'adresses. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts? Alors, il a démissionné de tous ses mandats, mais il est aussi président de Gorfa. C'est une société qui encourage la coopération économique entre l'Allemagne et les pays arabes. Il a reçu le soutien du Koweïtien cheikh Ahmad Al-Fad Al-Sabah, l'ancien dirigeant de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Bon, c'est quelqu'un de très puissant. Tout à fait, très mais c'est ce qu'il faut peut-être à la tête du CIO. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le monde des affaires, mais en tout cas, il est aussi très ouvert sur le monde oriental et moyen-oriental, ça c'est clair. Mais tous les candidats avaient leur réseau, entre guillemets, de soutien. Il faut croire quand même qu'ils n'ont pas tous été sensibles qu'à cet argument-là, parce qu'il a failli passer au premier tour quand même. Il lui manque 3 voix pour passer au premier tour. Il met quand même 20 voix sur 95 ou 98 membres du CIO au deuxième tour. Il met 20 voix de différence avec le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a un autre travail qu'il faut aussi prendre en compte sur, je dirais, moi, sa carrière olympique en termes de membres et de responsables olympiques. Mais immédiatement, il a été appelé à la tribune de cette session. Il a commencé par remercier tous ses électeurs de leur confiance. Il est polyglotte, c'est un profil idéal. Écoutez. Dear President Chagroga, dear friends and colleagues, ladies and gentlemen. Muchas gracias, merci beaucoup, spasiba, sizier, shukran, dankeschön. Thank you very much to all of you. And thank you for this very kind reception. First of all, I would like to thank D'abord, je voudrais remercier du fond du cœur tous mes chers amis et collègues qui ont voté pour moi ce matin. C'est vraiment une marque de confiance écrasante. Je sais ce que représente l'énorme responsabilité d'être président du CIO et ça me rend humble. Je veux diriger le CIO selon ma devise, unité et diversité. Je veux être le président de tous. Ça signifie que je ferai de mon mieux pour trouver un équilibre entre les différents intérêts des acteurs du mouvement olympique. C'est pourquoi je veux vous écouter et engager un dialogue de manière continue avec vous tous. Non, pas très jovial. Mais le petit ouf, on sentait vraiment qu'il a eu très très peur sur cette élection. Julie, on a voulu savoir si ça se passait comme ça à la FISU notamment, ou dans d'autres fédérations comme la FIFA. Ça semblait un petit peu opaque pour nous, ce système d'élection. Alors en fait, au CIO, le président est élu donc par la session du comité olympique. Dans cette session, il y a actuellement 111 membres actifs, donc ce sont des athlètes, des présidents de fédérations sportives, des présidents d'organisations internationales, mais pas que, puisqu'en fait, n'importe qui peut siéger à la session. Il suffit d'être choisi, d'être désigné. C'est donc effectivement assez opaque. Le président, vous l'avez dit, Géraldine, est donc élu par un vote à bulletin secret pour 8 ans. C'est assez long et en plus, son mandat est bien renouvelable pour 4 ans. À titre de comparaison, le président de la FISU, la Fédération internationale du sport universitaire, est lui élu par une assemblée générale strictement composée, elle, des présidents de fédérations nationales. Il y en a 153. Le mandat du président élu est plus court, la moitié moins qu'au CIO, 4 ans. Et à la FIFA, le mode d'élection se rapproche plus de celui de la FISU que de celui du CIO. C'est là un congrès de 209 associations exactement qui élit le président
pour 4 ans, là encore. Mais c'est vrai que si on compare, on voit bien que le mode de scrutin le plus opaque, c'est celui qui est en place au CIO. Il est souvent dénoncé, pourtant rien ne bouge. Comment on peut expliquer ça, Christian ? Alors d'abord, les choses ont bien plus bougé que vous le pensez au départ. Bien sûr, la cooptation, c'est pas ce qui fait très démocratique au départ, mais la cooptation, c'est une volonté de Coubertin à l'origine. Son idée de base, c'était de se dire, on va prendre des gens qui sont un petit peu, justement, des incorruptibles, qui vont pas être trop victimes. Alors, il choisissait des gens qui avaient une certaine fortune. Ça, c'était l'idée de base. Coubertin avait, et ce qui a sauvé le CIO dans les premières années, et même pendant près d'un siècle, il avait voulu une indépendance totale par rapport à toutes les formes de pouvoir. C'est pour ça que c'est une cooptation. Et ensuite, Samaranch, sous la pression des événements, a fait évoluer les choses. Des représentants des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques sont entrés, puis les athlètes. Et à ce point de vue-là, ça nous ramène au fait qu'enfin Tony Estanguet est apparu dans la commission des athlètes où il n'y avait pas un Français depuis l'an 2000, ce qui était évidemment une grosse faiblesse. Tous les mois dans cette émission, j'en reviens pour nous sur les grandes dates du sport universitaire. Et aujourd'hui, il a voulu évoquer, ça tombe bien, les rapports entre FISU et CIO, au tout début. Oui, alors au début, ça s'est passé d'une façon très tendue. Parce que quand en 1923, Petit Jean intrépidement lance l'idée d'une réunion universitaire internationale, sur le programme, il utilise le titre « Olympiades universitaires ». Or, à ce moment-là, Coubertin est en train de se battre, et il a raison, pour garder l'exclusivité du terme olympique au comité international. Et il lutte contre les Military Olympics à Paris en 1919, des Jeux olympiques féminins à Paris en 1922, et même des Olympiades ouvrières. Donc, au début, Coubertin considère cela avec réserve, même si il a de la sympathie pour les étudiants. Alors, après la guerre, le CIO va continuer à rester très prudent, parce que vous le rappelez, à ce moment-là, le mouvement universitaire est scindé en l'Union internationale des étudiants, qui est les pays de l'Europe de l'Est, et la FISU, qui apparaît en 1949, et ce sont les pays de l'Ouest. Et puis en 1956, la FISU décide que les prochains Jeux, à Paris en 1957, grâce à Petit Jean encore une fois, seront sur les bases olympiques, disputés par des équipes de pays pouvant participer aux Jeux olympiques. En 1961, à Athènes, c'est l'entente cordiale, le CIO l'accepte. Et puis, 1961, vous le savez aussi, c'est le début de l'ascension de Nebbiolo et de l'Universiade. Donc l'Universiade, elle grossit à partir de Tokyo 1967. Imaginez qu'en 1993, à Buffalo, 80 000 personnes assistent à la cérémonie d'ouverture. Elle devient presque un concurrent et un danger pour les Jeux olympiques. Et Samaranch immédiatement trouve la parade, il fait entrer Primo Nebbiolo à l'intérieur du comité international olympique. Donc tout va bien, embrassons-nous Folleville. Président de la fédération d'athlétisme. C'est encore un autre aspect. Et aujourd'hui, eh bien, à Kazan, on l'a vu, l'Universiade, elle prend vraiment son modèle dans le modèle olympique. 10 500 athlètes, comme pour les Jeux olympiques, 27 sports, pour le CIO on peut en accepter 28, et un village olympique au moins aussi important que celui de Londres. Alors, est-ce que c'est la bonne voie pour le sport universitaire ? Ça, c'est une question sur laquelle nous reviendrons un jour. À suivre. Merci en tout cas à vous. On va également remercier Christian d'être venu nous parler de ce mouvement olympique, nous avoir un peu éclairé. Julie, on vous retrouve en troisième partie et nous, on se retrouve dans un instant avec 2 médaillés de Kazan, un footballeur, un rugbyman. Il y a l'or et l'argent, on en parle avec eux juste après la pause. À tout de suite. De retour dans Campus pour la deuxième partie de notre émission. On va maintenant revenir sur les Universiades de Kazan en compagnie de 2 sportifs français médaillés. On a ces 2 médailles. Il y en a une en argent, l'autre est en or. On rappelle que la France a récolté 26 médailles dans cette compétition, dont 5 titres. Et parmi eux, eh bien, le champion en football, Hugo Baquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de cette équipe médaillée d'or donc aux Universiades. Avec l'équipe de France de foot, vous êtes gardien et vous préparez le concours de professeur d'EPS. Je ne dis pas professeur de sport, je
vous n'êtes pas vexé. Face à vous, Lou Bouraoua est également là, vice-champion universitaire. C'était en rugby à 7, une première. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus. Vous étudiez pour devenir infirmier. Donc on a 2 vrais étudiants sur... je dis vrai parce que tout à l'heure on verra que chez les Russes, ils ne sont pas toujours vrais. On a 2 vrais étudiants, en tout cas 2 Français médaillés. Félicitations d'abord à tous les 2 pour vos exploits respectifs. Ça fait quelques semaines maintenant que vous êtes rentrés de Kazan. Comment est-ce que vous vivez ce retour? En tout cas, comment est-ce que vous y pensez encore à ces médailles? Oui, cette victoire. On y pense toujours. Je pense que c'était une expérience extraordinaire. Le retour en France a été difficile. Parce qu'on était vraiment au paradis là-bas. Donc voilà. Même chose pour vous, Lou? Oui, comme Hugo a dit. Première universiade à tous les 2? Oui. Très souvent, quand je me retrouve seul, je pense souvent aux copains avec qui j'étais à Kazan. Tous les moments qu'on a vécu, c'était vraiment sympa. Quelle image vous aviez, vous, de Kazan avant, enfin, en tout cas des universiades? Vous aviez vu des images, des cérémonies? Vous regardiez avant les compétitions? Pour le foot, on a regardé beaucoup de vidéos sur Internet. C'était quelque chose qui nous paraissait immense. Et quand on y était, c'était encore plus grand que ce qu'on l'imaginait. Donc c'est vrai qu'on a eu des étoiles dans les yeux pendant 20 jours. C'était vraiment, vraiment fort. Ouais, non, moi, je n'avais vraiment jamais entendu parler, jusqu'à ce qu'on m'appelle pour y aller. Et là, quand on vous a mis dans le grand bain, ça a fait quoi? Le petit bain, quand j'ai retrouvé les copains à l'aéroport, déjà là, ça a commencé. Et ensuite, arrivé au village olympique. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Alors, on vous a suivi durant cette compétition, pendant votre tournoi, Lou, au cœur de l'équipe de rugby à 7. C'est un reportage très sportif signé Florian Caloise. On regarde, on en parle juste après. Le rugby à 7 faisait ses débuts à Kazan. L'équipe de France, vainqueur du tournoi Central 7 en mai dernier à Paris, était une des favorites pour le titre. Mais les joueurs tricolores sont tous des joueurs de rugby à 15, membres de clubs professionnels en première, deuxième et troisième division. Les universiades d'été leur ont donné l'occasion de former une équipe de 7 pour les prochains Jeux Olympiques. C'est tellement beau ce qui leur arrive. C'est la première fois qu'on est sur les universiades, le rugby. C'est la première fois qu'on est sur un événement multisport comme ça. En préparation des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est grandiose pour eux. Ils vont être dedans, c'est sûr. Dans la poule D, la France confirme sa supériorité. L'Italie souffre de la pression et perd 24-12. La France bat ensuite le Brésil 36-0 et la Roumanie 19-12. La Pologne est également battue en quart de finale. Les Bleus et leur entraîneur commencent à espérer davantage. L'objectif qu'on s'est fixé en venant, c'était la médaille d'or. On a fixé un objectif ambitieux. Les joueurs français préparent très sérieusement la demi-finale contre l'équipe championne du monde universitaire 2012, la Grande-Bretagne. Une rencontre spéciale au goût de revanche pour la France, justement battue par les Britanniques en demi de ces mondiaux universitaires. Contre n'importe qui, on attaque, on impose notre jeu. On est venu plutôt à Kazan pour préparer le système de jeu et on avait cet objectif ambitieux. Après, on savait que le dernier carré était largement accessible et que ça allait se jouer là contre les Anglais pour passer la dernière marche. Les deux équipes sont très concentrées quand elles pénètrent sur le terrain. Encouragée par ses supporters, la France fait une bonne entame de match. Elle se bat avec rage. C'est un match qu'elle ne peut pas perdre. La Grande-Bretagne fait face à un adversaire très fort. Les Français mènent 19-0. Ils savent qu'ils ont une chance d'aller en finale et de gagner le tournoi. La Grande-Bretagne s'incline finalement 7-25. La France a pris sa revanche en battant le champion du monde universitaire en titre. La France célèbre sa victoire d'une manière bien particulière. Déjà, comme d'habitude, ils vont se mettre entièrement dans des bains de glace jusque-là. Donc déjà, ça va les calmer, ça va les refroidir. Et puis après, on va prendre le temps au village de savourer pendant 1 heure. On va aller manger tranquillement. Séance de vidéo ce soir. L'équipe de France dispute la finale contre la Russie le jour suivant. Une finale difficile. La Russie a en effet remporté facilement tous ses matchs précédents, dont sa demi-finale contre l'Afrique du Sud. Mais la France veut continuer à croire au succès de son aventure en préparant la finale de la meilleure manière qui soit. Nous, on va bosser sur les vidéos des Russes. On va faire comme avant chaque match un plan de jeu spécifique par rapport à ce qu'on a vu. On sait que c'est une équipe très agressive, donc on va orienter notre discours quand même par rapport à la prestation qu'ils auront à faire.
Tout le reste du travail, ils le font eux-mêmes. Maintenant, ils sont lancés. Comme prévu, l'équipe russe, composée de joueurs de rugby à 7 professionnels, est meilleure. La France, privée de son meilleur joueur, blessé, perd cette finale 19-29. Les tricolores et leur capitaine Hugo Dupont restent sur un sentiment de frustration. Hier, on a fait un gros match contre les Anglais parce qu'on a monopolisé le ballon. Et là, ça a été un peu le contraire. Et donc, on s'est épuisé à défendre. Ils sont un peu plus gaillards en plus. Voilà, ça a fini par craquer, mais voilà, on est triste quand même. La France est médaillée d'argent et oublie un peu sa déception, car elle sait qu'elle a toutes ses chances pour les prochains Jeux Olympiques à Rio en 2016. 1, 2, 3. Il faut préciser qu'à 7, la Russie, c'est quand même du costaud. Ça fait quoi de revoir ces images ? C'est émouvant et ça donne vraiment envie de travailler pour y retourner et récupérer l'or. En tout cas, à 7 ou à 15, ça reste ambiance rugby, le rugby. Je voudrais dire deux choses. D'une part, je voudrais me réjouir, puisqu'ici on a les représentants de sport collectif, que l'escrime, le fleuret par équipe l'emporte également, donc de l'importance des succès des sports collectifs de la délégation française, parce que ça montre que ce n'est pas sur une individualité, mais donc qu'il y a un sport universitaire de qualité. Et puis, autre chose, c'est qu'on a ici deux sports. Le football, il est d'origine dans les sports universitaires. Il est en 1924 en Pologne, et une équipe anglaise, Oxbridge, c'est-à-dire des étudiants d'Oxford et de Cambridge, l'emporte par 3-0 sur la Pologne en 1924. Et en revanche, le rugby à 7 est tout récent. Et là, on rejoint un des sujets que nous avons parfois traités. La FISU montre le chemin au CIO, puisque le rugby à 7, à cause de Jacques Rogge, va être à Rio en 2016. Oui, grâce ou à cause, comme l'on veut. Et d'autre part, la FISU a un championnat du monde de rugby à 7 depuis 2004 à Pékin. Et le prochain aura lieu au Brésil, 2 années avant les Jeux de Rio. Vous irez à Rio? On va travailler pour, mais ça va être compliqué. Il y a du monde et... Il y aura votre frère dans 2015 quand même, Thierry, qui a été le premier joueur pro à Marcoussis à 7. Hugo, vous êtes revenu avec l'or, c'était l'objectif clairement affiché ou... Non, pas du tout. L'objectif, c'était de faire mieux qu'il y a 4 ans à Belgrade, qui avait été une 7e place. Donc on avait déjà rempli l'objectif en passant le quart de finale contre l'Irlande. Et après, c'était entre guillemets que du bonus. Et on a réussi à français en finale. Il y a 5 joueurs de Montpellier en universitaire dans cette équipe. Est-ce que ça a aidé à la cohésion du groupe? Parce qu'on parlait du fait qu'il y ait des équipes qui y aient émergé comme ça, 3 titres sur 5 par des sports collectifs. Ça a aidé? Je pense, oui. On était donc 5 de Montpellier. Ça faisait 2 saisons universitaires qu'on jouait tous les 5 ensemble. Donc déjà, on se connaissait très bien entre nous. Et ensuite, il y a vraiment un groupe de 20 qui s'est formé au fur et à mesure des matchs amicaux. Et tout le monde s'est bien entendu dans ce groupe. Et c'était très important, je pense. C'était votre première grosse compétition à tous les deux. Est-ce que vous avez senti déjà la découverte d'un monde un peu différent de ce que vous connaissez en France, créer une sorte effectivement de cohésion au fur et à mesure que les jours avançaient dans cette compétition? Est-ce qu'on est porté par les résultats? Est-ce qu'on est dans l'euphorie? Vous avez vu d'autres joueurs dans les autres équipes de France? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous côtoyez? C'était comment l'ambiance au village? Ouais, c'était vraiment sympa parce qu'on côtoyait dans le Club France tous les autres athlètes. Du coup, on apprenait selon leur préparation à eux, ils apprenaient de nous et c'était vraiment sympa d'échanger avec eux sur leur sport parce qu'il y a des sports que moi je connaissais vraiment pas. Il y avait des conseils? Vous vous donniez des conseils entre vous? Vous avez vu les matchs respectifs de l'un et de l'autre ou pas? On a essayé au maximum d'aller voir les autres compétitions. Alors, c'était pas toujours facile parce qu'on avait aussi des entraînements les jours où il n'y avait pas de match. Mais on essayait toujours de se tenir au courant des résultats et on se félicitait mutuellement quand c'était des résultats positifs. Et ça, c'était vraiment bien au Club France de voir que tout le monde s'intéressait un peu aux autres. C'était vraiment sympa. Finalement, il n'y avait pas trop de pression à les entendre parler. C'était pas tendu, l'ambiance? Si, un jour avant le match, mais après, il faut savoir faire la part des choses. Oui, on vit bien au rugby, toujours pareil. Après, il fallait profiter de l'événement parce que faire des Jeux Olympiques, même si c'est universitaire, il fallait profiter. Du coup, pas se mettre la pression non plus pendant 10 jours non-stop. Oui, je veux demander à Hugo s'il s'est présenté à Nicolas, à Montpellier. Non, pas vraiment. Et pourquoi? J'ai eu un contact avec pas Montpellier. Encore,
En fait, j'ai eu un contact avec Montpellier pour l'équipe réserve. Mais le problème, c'est que... Hugo est gardien, là, je ne l'ai pas dit. Hein. Gardien et ailier pour le gardien de but. Ils en ont besoin, Montpellier, de bons gardiens. Ce que je vous demande, vous savez ce que vous allez lui faire à Nicolas? Dites-moi. Vous allez lui offrir le maillot de l'équipe de France, médaille d'or aux Universiades. Et vous laissez votre carte. Et je suis sûr qu'il va vous prendre dans son staff. Il faut que toute l'équipe le signe. Ça marche pas mal. Non, mais sérieusement, c'est intéressant. Vous êtes en CFA2 actuellement à Agde. Est-ce que cette compétition, à tous les deux, cette médaille, vous a donné envie d'aller plus loin dans votre sport, de vous professionnaliser, ou comment ça se passe ? Moi, j'aimerais beaucoup essayer de jouer encore plus haut, de jouer à un meilleur niveau. Après, le monde du foot, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de contacts à avoir et puis il faut être très, très régulier. Donc voilà, j'espère que par la suite, ça m'arrivera. On verra, j'espère. Vous avez eu des contacts déjà ou pas du tout ? Non, pour l'instant, non. J'espérais, après le tournoi, peut-être que certains clubs aient vu les prestations de toute l'équipe, mais finalement... Parmi les 20 joueurs, il y en a qui ont signé à un niveau plus haut ou deux, mais pas bien plus. Bon, il faut envoyer un DVD en plus de la finale, donc avec le maillot. Nicolas, de ma part, vous verrez. Je vais s'intéresser à vous. L'avenir en foot, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus compliqué qu'en rugby à 7. Vous le voyez comment, vous, votre avenir, après cette médaille d'argent ? Pas de contact non plus, vous restez là où vous êtes ? Non, moi je suis dans mon club à Albi, à 15, pas à 7. Et j'y suis bien et je vais travailler pour intégrer le groupe professionnel, par contre. Parce que là, je suis qu'en espoir et je travaille pour intégrer les grands. Vous êtes jeune encore. Alors, on va le dire parce qu'on l'a pas dit, que Lou s'est blessé. Oui. Donc, c'est compliqué parce que ça va faire une saison blanche. Ligament croisé, c'est pas... Donc, comment... Ça, c'est pas important. Le principal, c'est l'équipe de France U qui a ramené la médaille d'argent. Et voilà, la blessure, j'y pense pas trop. Je pense aux copains avant et c'était vraiment... ça le principal. Bon, et vous pensez aux prochaines universiades déjà ou pas ? On y pense sans trop y penser parce que peut-être qu'on n'y sera pas. Après, il faudra voir avec les coachs. Mais après ce qu'on a vécu, je pense que tout le monde a envie d'y retourner. Je pense que toi pareil aussi. En rugby, ouais. Forcément. Bon, on vous souhaitera de faire aussi bien. Ça va être compliqué pour vous, mais là, la médaille d'or, on ne va pas la laisser aux Russes la prochaine fois, ok ? On va en parler en tout cas des Russes dans un instant. Merci à tous les deux d'être venus. Félicitations encore. Merci. Et puis bon retour et surtout bonne route pour vos études parce que c'est aussi important, vous l'avez dit. Nous, on fait une dernière petite pause, messieurs, et on revient très vite. On va justement parler de l'hégémonie russe à Kazan. À tout de suite. Suite et fin de campus, on se retrouve avec Jean Dury, Pierre Fula, Julie Ourmand et notre dernière invitée. Il s'agit de Vincent Rognon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fédération française du sport universitaire. Merci en tout cas d'être venu nous voir. On va faire un petit bilan sur Kazan. On l'a vu avec nos deux médaillés français, ce qu'ils ont retenu de ces universiades. On va faire avec vous un bilan général de cette compétition. On a eu 26 médailles. Bilan positif ? Bilan très positif, c'est surtout, je crois, un des meilleurs bilans qu'on ait depuis pas mal de temps, notamment avec l'avènement des sports collectifs et ce titre en football qui nous a apporté du rayonnement et beaucoup de bonheur tout au long de cette universiade. Et puis au-delà de ça, c'est le comportement d'une façon générale de cette équipe de France universitaire dans son ensemble, avec les 19 sports représentés, qui est très positive, avec un esprit de solidarité, un esprit universitaire comme on les aime. Comment vous l'expliquez justement cet avènement du sport collectif ? Il y a le hockey sur glace, il y a le rugby à 7, le football qui a eu un titre. C'est vrai qu'on attend plus sur la natation, l'escrime, qui ont été d'ailleurs pourvoyeurs de médailles, mais c'est nouveau de voir ces sports co-briller. Je crois que c'est avant tout le travail au quotidien, hebdomadaire de nos enseignants dans les universités. Les sports collectifs représentent plus des 3/4 de nos licenciés universitaires. Donc évidemment, énormément d'étudiants pratiquent les sports collectifs et de là se dégage forcément une élite. Le système pyramidal existe chez nous. Et puis il faut savoir également que nous passons des conventions avec toutes les fédérations et ces fédérations-là, en l'occurrence le rugby, le hockey et le football, nous avons des conventions qui fonctionnent non seulement pour le haut niveau mais également pour le développement. Et donc on en tire les fruits aujourd'hui. Oui, moi je regretterais quand même que certaines fédérations ne jouent pas le jeu complètement des universiades parce que c'est un rendez-vous formidable pour une élite du sport français qui n'a
qui a quelque chose à prouver. Parce qu'il est clair que certains athlètes se sont révélés aux Universiades et sont devenus ensuite médaillés olympiques aux Jeux, les vrais Jeux. Alors, je pense que les deuxième plans, troisième plans, je ne dis pas deuxième couteau parce que c'est péjoratif, mais les deuxième, troisième de certaines disciplines en France auraient pu aller tenter leur chance aux Universiades et peut-être se révéler ce jour-là plutôt qu'aller disputer un championnat du monde d'athlétisme pour ne pas se qualifier, même pas pour les demi-finales. C'est compliqué pour vous de travailler avec ces fédérations-là ? Disons que c'est la première fois déjà que l'athlétisme ne part pas à l'Universiade. On a essayé de négocier avec la Fédération française d'athlétisme, qui avait d'autres priorités, notamment les championnats de France élite, et réserver ses meilleurs athlètes pour les championnats du monde. Alors effectivement, comme le disait Pierre, à un moment donné, un Christophe Lemaitre, c'est peut-être la seule compétition planétaire qu'il pourrait remporter. Malheureusement, on n'arrive pas à négocier la libération de ce genre d'athlètes. Il y a des Jamaïcains qui sont aux Universiades. Voilà, alors certains pays, effectivement, ont bien compris la portée de l'Universiade et cette compétition tremplin pour l'avenir. Nous travaillons avec, en l'occurrence, les 19 fédérations. On a travaillé depuis 2 ans pour cette Universiade. Certaines fédérations ont une stratégie bien définie, donnent du sens à cette Universiade, dans le sens où on va envoyer plutôt des jeunes pour les aguerrir à la compétition de haut niveau. Et d'autres fédérations nous envoient les numéros 1, 2, voire 3 pour aller chercher de la médaille parce que cette compétition a du sens. Gymnastique, par exemple. Et également le judo, l'escrime, on a quand même atteint nos objectifs dans les sports où on attendait des médailles. Alors c'était le cas aussi de nos athlètes de Campus Team. On a suivi toute la saison 4 athlètes en route pour Kazan, justement. Il y en a une qui a brillé, c'est Zaripova, la Russe, celle qui a obtenu médaille d'or. Pour les autres, c'était moyen. Et il y en a 2 qui ne sont pas partis à ces Universiades. Quid de ces athlètes ? Le premier, c'est Odain Richard, le lanceur de poids jamaïcain. Il était bien en Russie, lui, mais il n'était pas à Kazan. Il était à Moscou parce que le Jamaïcain a justement préféré participer aux mondiaux d'athlétisme. C'était ses premiers mondiaux. Dommage pour lui. Il ne s'est pas qualifié justement pour la finale avec un G à 19,08. Il a fini 20e seulement. Il a avoué qu'il avait beaucoup appris de cette expérience. Et puis, même chose pour David McKeon. Il est élu à Barcelone, donc il a fait ce choix également de ne pas participer à Kazan, mais d'aller aux mondiaux de natation. Même destin pour lui, pas de finale pour les sports australiens, qui a échoué en demi sur 400 mètres nage libre. Il a lâché à 150 mètres de l'arrivée, on le voit. Il a terminé à près de 6 secondes de plus que son meilleur résultat cette saison. Est-ce que, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça reste vraiment une expérience ? Il vaut mieux quoi ? Une contre-performance dans ces grandes compétitions, quitte à prendre un coup sous la tête, ou une médaille qui peut vous donner confiance aux Universiades ? Vincent ? Moi, je pense déjà que l'Universiade, dans un contexte multisport, dans le cadre d'un village olympique avec d'autres nations, et on l'a vu, vous l'avez cité tout à l'heure, plus de 160 pays engagés, c'est toujours une expérience qui est riche pour l'athlète en vue des futurs Jeux olympiques. Maintenant, effectivement, les championnats du monde dans les disciplines monosport restent quand même l'objectif des fédérations. Et il faut bien se dire que l'Universiade étant organisée par la FISU, qui n'est pas le CIO, n'est pas forcément la priorité des fédérations internationales. Donc il y a cette problématique-là qui existe. C'est à mon sens toujours le problème de la liberté du sportif. Parce que ces athlètes, quand ils étaient à des championnats du monde et pas à l'Universiade, c'est parce que leur fédération les a réservés pour telle compétition au détriment de telle autre, alors que peut-être l'athlète lui-même aurait préféré participer à l'Universiade. On a voulu voir avec Julie, justement, parce que quand on a vu le résultat des Russes, on s'est dit quand même, effectivement, peut-être qu'Odain Richard a bien fait de ne pas y aller. Étant jamaïcain, il n'est pas russe. C'était mieux pour lui. Alors effectivement, si on regarde dans le détail, les Russes vont vraiment exploser les compteurs. 292 médailles, dont 155 en or. Mais ce qui est bluffant surtout, c'est l'écart assez énorme, effectivement, au classement général, avec les 2e et 3e, à savoir la Chine et le Japon, en tout cas en nombre de médailles. 84 médailles pour le Japon, 77 pour la Chine. Et la France est donc 13e avec 26 médailles. Je crois que c'est clair. Surtout en termes de médailles d'or, quand on voit ça. 155 pour la Russie, 26 pour la Chine. Voilà, les Russes ont clairement surclassé ces Universiades. Mais Jean, comment on peut expliquer une telle razzia de médailles pour les Russes ? Bon, vous rappelez-vous les Jeux Olympiques de Pékin ? Il me semble que la Chine avait eu un nombre de médailles d'or absolument énorme. Alors, il y a d'une part l'avantage du terrain. La France a été championne du monde de football en 1998 à Saint-Denis. Bon, il y a cet avantage du terrain, mais là,
ça a été multiplié parce que le camarade Vladimir Poutine a été présent à Kazan. C'était pour lui, l'organisation de ces Jeux et leur réussite, une étape par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. Et l'objectif majeur des Russes, et tout à l'heure Pierre Fula a cité l'Ukraine, la Biélorussie, donc des pays très voisins, l'objectif majeur, ce n'était pas les championnats du monde de telle ou telle discipline, c'était de réussir un score écrasant, et beaucoup trop écrasant, bien entendu, à Kazan. On peut réussir, mais enfin, faut être bon aussi. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous ces athlètes russes sont de vrais universitaires? Moi, j'ai vu quand même des âges de 30 ans. Oui ou non? 30 ans, c'est impossible. En théorie, il faut avoir moins de 28 ans. Bon, voilà. Bon, mais c'est vrai. Nous, on s'est posé la question quand on voyait une délégation russe de 1000 personnes avec pléthore de champions olympiques, médaillés mondiaux, etc. Bon, on sait que ce ne sont pas des anciens sportifs de haut niveau en reconversion universitaire. Voilà. On a quand même choisi de faire un gros plan sur un athlète russe qui est quand même pas dans un sport confidentiel, c'est en natation. Le héros russe, c'est Vladimir Morozov. Il a tout gagné, ou presque. En même temps, il était programmé pour. Florian Caloise l'a rencontré. Cet homme est le nouveau missile russe des bassins de natation. Vladimir Morozov, étudiant à l'université de Caroline du Sud, a remporté 6 médailles, dont 4 en or à Kazan, parmi lesquelles le 100 mètres nage libre, la distance reine. Mais l'or n'était pas le plus important pour lui. Je ne pense pas tellement à la médaille d'or, je me concentre davantage sur le temps que je réalise. C'était vraiment un bon temps pour moi, j'ai amélioré de 3 secondes 20 mon meilleur chrono du mois d'avril, donc je suis super content et j'espère qu'à Barcelone, je pourrai faire aussi bien. Vladimir avait participé au JO l'an passé et il enchaînait ensuite avec les mondiaux de Barcelone. Il a été impressionné par l'ambiance dans le bassin de Kazan. Je n'ai jamais vu autant de monde, en tout cas ici en Russie. C'était comme des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. C'est vraiment incroyable d'entendre ça. Tout le monde encourageait les nageurs, surtout les nageurs de mon pays. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit, c'était cool. Morozov a remporté le titre sur le 100 mètres nage libre avec le meilleur temps de l'année en 47,93. Et il a remporté son 4e titre en remportant le 50 mètres nage libre en 21,81. Après avoir réalisé un chrono de 21 secondes 72 lors des qualifs. Il a aussi remporté les relais 4 x 100 mètres nage libre et 4 x 100 mètres 4 nages. Ici, le niveau de compétition est plutôt élevé. Il y a beaucoup de pays qui participent dans différents sports. L'ambiance me rappelle beaucoup les Jeux de Londres. C'est quelque chose de nouveau pour moi et c'est vraiment sympa d'être là. Vladimir avait 14 ans quand il est parti à Los Angeles avec sa mère. Il a intégré l'Université de Californie du Sud en 2010 où il étudiait l'économie. Il est passé professionnel en avril et essaie maintenant de tirer profit de sa double culture. Je m'entraîne aux États-Unis maintenant depuis 6 ans. J'essaye de me servir du meilleur des deux pays, les États-Unis et la Russie, en ce qui concerne le travail et la technique pour arriver aux meilleurs résultats. Je ne suis passé professionnel que cette année, j'étudie à l'USC, au Club Trojan, où il y a des nageurs du monde entier qui s'entraînent également. C'est un peu différent cette année, je vais essayer de me concentrer davantage sur ma carrière parce qu'à ce niveau, au niveau mondial, vous devez faire attention à tous les détails, ils deviennent très importants. Donc je consacre tout mon temps à la natation maintenant. Le talent du jeune nageur de Novosibirsk sera encore confirmé cet été aux Mondiaux de Barcelone, d'où Vladimir Morozov rapportera 2 médailles, le bronze sur le relais 4 x 100 mètres et l'argent derrière César Cielo-Filo sur le 50 mètres nage libre. Alors derrière ce garçon, qui a brillé donc à Kazan, il est allé à Barcelone pour les mondiaux, où il n'a pas franchement brillé. C'est-à-dire qu'on attendait vraiment un titre de lui. Je ne dis pas franchement brillé, je suis un peu dur, mais il arrive un petit peu émoussé en Espagne. Il a fait 3e du 4 x 100 nage libre avec le relais russe, ce qui est pas mal. Et il a fait 5e du 100 mètres nage libre. On en parlait avec notre commentateur, Christophe Bureux, qui nous disait on attendait vraiment une médaille sur 100 mètres. Quand on regarde bien, il est en tête, on le voit, aux 50 mètres. Morozov devant, bon, il est un peu lâché derrière, il termine 5e. Est-ce qu'il n'y a pas juste là un problème de calendrier? C'est très rapproché des universiades, ces championnats du monde. Comment est-ce qu'on fait pour que les athlètes soient au top, quoi?
problème des universiades, c'est que c'est multisport. Donc, caler avec les calendriers toutes les fédérations internationales, c'est impossible. Donc, à un moment donné, c'est aux fédérations internationales monosport de se caler sur les universiades. Sauf que, bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec toutes les compétitions qui se démultiplient, les championnats du monde tous les ans, des championnats d'Europe. On est vraiment dans une vraie problématique. Julie, justement, vous avez comparé ces médailles russes aux universiades, 155 titres, avec ce qu'il y a eu derrière, donc deux grosses compétitions. Oui, le contraste est assez frappant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque si on prend deux sports emblématiques, deux sports représentatifs, l'athlétisme et la natation, alors qu'à Kazan, les Russes raflent 49 médailles en athlétisme, 43 en natation. Lors des mondiaux, donc de Moscou pour l'athlétisme et de Barcelone pour la natation, quelques jours plus tard, dans chacune de ces deux disciplines, les mêmes athlètes en décrochent la moitié moins, c'est-à-dire autour de 20. Dans le pic de forme des athlètes, les Russes avaient programmé l'Universiade de Kazan. Donc ils étaient au top niveau pour l'Universiade. Maintenant, il faut bien se dire que dans la délégation russe, il y avait aussi des vrais étudiants et que parmi ces 49 médailles en athlétisme, il y avait aussi des vrais étudiants qui n'étaient pas au top niveau mondial qui ont réussi à avoir ces médailles-là. Le niveau d'un championnat du monde monosport est forcément plus élevé que l'Universiade, même si, je crois que c'est Roxana sur votre plateau, avait dit l'Universiade c'est l'élite de l'élite, parce qu'en plus d'être sportifs de haut niveau, ils sont étudiants. Mais il est difficile de comparer les niveaux intellectuels des sportifs des universiades et des Jeux olympiques. Je ne dis pas du tout que les niveaux des olympioniques seraient plus faibles que celui des universitaires, mais il faudrait voir. Et après, il y a la notion d'étudiant aussi à prendre en compte, qui n'est pas la même d'un pays à un autre, puisque au Japon, par exemple, on peut être étudiant en judo en intégrant une université comme Tenri. Oui, voilà. Et donc, ces universités-là donnent le statut d'étudiant à leurs judokas, qui ne sont pas forcément des futurs Bac plus 3 ou 4. Disons que cette diversité, c'est un des charmes de l'universiade. Exactement. Peut-être. En tout cas, on a beaucoup parlé de la Russie. Le mois prochain, on parlera de l'Italie. En octobre, on vous proposera un éclairage spécial sur les universiades d'hiver qui se tiendront en décembre à Trentino. Là aussi, petit changement de programme, Jean. Oui, ça avait été prévu initialement à Maribor, et il fut un temps où certaines universiades étaient annulées. Ça devient très très rare. Maintenant, on se presse, sauf le cas des Jeux d'hiver, on l'a vu tout à l'heure, on se presse pour être choisi pour l'universiade d'été. Pour l'universiade d'hiver, c'est plus difficile, et pour des raisons économiques, Maribor s'est retiré. Et donc, ce sera en Italie. Vincent, vous envoyez combien de personnes? C'est plus compliqué les sélections là, pour l'hiver, parce que alors, effectivement, à l'approche de Sochi, on peut penser que les meilleurs vont se préparer dans les Coupes du Monde. Disons que c'est un petit peu plus simple pour nous, parce qu'on traite avec deux fédérations, Sport de glace et Fédération française de ski. Donc on a des interlocuteurs beaucoup plus facilement joignables. On va partir avec une quarantaine d'athlètes. On va dire une quinzaine sur la glace et le reste sur la neige. Et on va avoir du short track, du patinage artistique et puis tous les sports de glisse sur neige. L'équipe de France de hockey sur glace? Nous n'avons pas d'équipe de France de hockey sur glace. Mais je pense que même l'équipe de France A ne passerait pas les poules à l'universiade parce que le niveau est vraiment, c'est du très très haut niveau en universitaire. Mais espérons que la délégation française s'inspirera du glorieux exemple d'Annie Famos, qui fut une grande universitaire et très souvent gagnante des universités. L'objectif est simple, on avait fait 4e il y a 2 ans à Erzurum, donc on souhaite rester dans le top 5. Et on a vraiment plus de chances, je pense, de bien figurer que l'été, puisque c'est un petit peu plus confidentiel, on va dire. Justement, on reviendra sur la confidentialité de ces universiades d'hiver dans le prochain numéro. Faut-il les maintenir ou pas? On voit qu'il y a moins de candidatures, il n'y en a qu'un pour les prochaines. C'est un autre débat qu'on nous virera un petit peu plus tard. Et on parlera aussi de nos Français. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus. Campus c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Florian Caloise et à François Delmotte pour la rédaction en chef et aux équipes techniques dirigées ce soir par Marc Gaffori. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau campus. D'ici là, bougez bien. Il paraît que ça entretient le corps et puis travailler aussi, c'est bien pour l'esprit. Bye bye.